sera un demi-bisutage. Sinon, là, c'était qui êtes-vous ? C'est pas forcément très sympathique pour votre première interview. Non, on va quand même le rappeler parce que moi j'ai un peu appris qui vous étiez parce que tous les Gardois ne vous connaissent pas. Donc vous on êtes a bien fait de l'inviter. Exactement. En plus une femme, donc c'est bien. Oui, la parité, ça avance doucement mais sûrement. Donc vous êtes l'un des nouveaux visages du Conseil régional. Vous êtes directrice adjointe de l'hôpital public de Nîmes et vous avez été élue aux dernières élections régionales sur la liste de Carole Delga. Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous engager à ses côtés ? Alors j'ai toujours baigné dans la politique, donc j'ai toujours été engagée, militante. Ça fait partie des convictions qui me fondent, mon engagement. Vous êtes socialiste à la base ? Oui, tout à fait. Et donc, il en reste quelques-uns. Quand Carole Delga est venue me chercher, j'avais déjà cette appétence pour la chose publique et pour la politique. Mais qui plus est, menée par une femme de caractère, de terrain, volontariste, dans l'action permanente et l'opérationnalité, alors ça, vraiment, ça m'a plu. Voilà, ça, en tout cas, ça correspond aussi. Vous êtes reconnue un peu en elle ? Oui, tout à fait. Ouais, Mais comment elle est venue vous chercher, Carole Delga ? Je l'ai croisée à plusieurs reprises, à titre professionnel notamment. Et puis, comme j'ai un engagement politique... Forcément, puisqu'elle est socialiste. Voilà, tout se recoupe. Alors... J'ai cru comprendre que vous étiez généticienne, un peu comme Philippe Berta de formation. Et puis après, vous avez passé les concours pour être directrice d'hôpital. Mais est-ce que vous pouvez nous dire 2-3 mots sur votre parcours ? Et qu'est-ce que vous faites ? Votre profession, elle consiste en quoi ? D'accord. Alors effectivement, vous avez raison, je suis généticienne de formation initiale, mais c'est très très lointain et je n'ai pas le niveau de Philippe Berta, mais j'ai quand même quelques restes. On va dire que je suis une scientifique convertie à la gestion, parce que j'ai complété donc cette formation par des troisième cycles de gestion en management, en gestion. J'ai passé les concours de la fonction publique hospitalière, après avoir un peu travaillé quand même. Et puis finalement, j'ai été directrice d'établissement sanitaire, social et médico-social, et j'ai essentiellement travaillé comme directrice de foyers départementaux de l'enfance. Donc j'ai aussi une fibre sociale assez développée. Et à l'hôpital, vous faites quoi, Denis ? Parce que vous êtes juste en dessous de Nicolas Best, qui est le grand directeur. Alors aujourd'hui, je travaille au CHU de Nîmes, vous avez raison, je suis secrétaire générale, j'ai une double casquette, donc je m'occupe des affaires générales de l'institution. Et puis j'ai une direction fonctionnelle qui est la direction de l'offre de soins, et où je gère tout ce qui est projets médicaux, tous les projets médicaux un peu innovants, les partenariats médicaux sur le territoire et la coordination du groupement hospitalier territoire qui est le réseau des établissements sanitaires socio-médico-sociaux de tout le département du Gard, public. Alors, ça, c'est très technique, il y a beaucoup de termes, beaucoup d'acronymes, mais est-ce qu'il y a un projet qui vous tient à cœur à l'hôpital de Nîmes que vous conduisez ? J'ai pas mandat ce soir pour vous parler des projets du CHU de Nîmes. Vous respectez la hiérarchie. Tout à fait, j'entretiens ma schizophrénie. Donc, mais on peut parler peut-être d'un projet qui vous tient à cœur ? Ouais, il y en a un quand même qui me tient à cœur. Parce qu'on a eu l'occasion d'en parler ensemble. C'est vrai, c'est vrai. Donc c'est un projet médical, mais un peu atypique, c'est le projet de Maison des Femmes. D'accord. Alors, c'est un projet qui s'inscrit dans la dynamique qui a été impulsée au moment du Grenelle contre les violences conjugales, mais c'est une idée qu'on avait en tête déjà depuis un petit moment, une cause à laquelle on est sensible, parce que l'hôpital, c'est la porte d'entrée, c'est une des principales portes d'entrée des femmes victimes de violences. Et si le maillage territorial du Gard est très très bien organisé et plutôt étoffé en termes associatifs, il y a beaucoup d'associations qui accompagnent ces femmes-là, alors d'un point de vue juridique ou social, mais la prise en charge sanitaire, les soins, cette prise en charge, elle n'est pas vraiment structurée à ce jour. Donc, on les reçoit aux urgences, on les soigne, on les voit parfois à la maternité, mais c'est sporadique, c'est au moment T, à un moment grave, et il n'y a pas de suivi. Donc, la Maison des Femmes, en fait, son activité, elle serait essentiellement centrée sur le soin, les soins physiologiques, parce qu'on sait très bien que les violences conjugales, elles ont des impacts forts sur le corps, le physique, déjà, sur le physique. Il y a des traumatismes, des fractures, mais il y a aussi des troubles gynécologiques. Il y a des pathologies, je ne vais pas développer, cardiologiques, etc. On sait du qu'il y a coup, plein ce serait une offre d'incidences. de soins assez complète. C'est ça, plus psychiatrique, effectivement. Et on ferait graviter autour de ce centre de soins essentiellement toutes les associations qui œuvrent dans le champ social, notamment, ou juridique. Il pourrait y avoir également un spectre sécurité.
avec l'intervention de la police, par exemple, qui pourrait... Alors oui, tout à fait. Alors, on a quand même amorcé des choses, on ne part pas de rien. On a notamment une convention avec les forces de l'ordre, la justice, la préfecture et l'hôpital. Parce que quelquefois, le plus difficile, c'est d'aller jusqu'au commissariat pour porter plainte. Il ne faut pas qu'elles y aillent. Il faut que le commissariat vienne vers elles au moment où se produit l'incident, au moment où elles sont en état de sidération les plus vulnérables. Et donc, on a cette convention qui permet aux policiers ou aux gendarmes de venir prendre leur plainte au CHU. Donc ça fait partie... On va l'inclure dans la maison des femmes. D'accord. Mais il y a déjà pas mal d'initiatives au CHU. On change de casquette, on entretient cette schizophrénie. Change de cerveau. Ça fait 1 an que vous êtes conseillère régionale, vous êtes membre de la commission santé, on s'en doutait un peu, solidarité, égalité et inclusion. Quel premier bilan vous pouvez faire de votre action ? Alors très précisément, je suis membre de la commission sectorielle solidarité, mais je suis aussi présidente de la commission santé. La commission que vous venez de citer, elle a été scindée en 2 avec le nouveau mandat. Oui. Parce qu'il y a une volonté forte de la présidente Carole Delga, et je la remercie pour ça, je salue son initiative. Elle a fait campagne, on en parlera après des promesses qu'elle avait, des mesures qu'elle avait promises. Il y a une forte campagne de Carole Delga et puis des autres concurrents sur la santé, puisqu'on sortait de la crise sanitaire, on y était encore quand même. On y est encore un petit peu. Mais oui, tout à fait. Ça a démarré comme ça. Et c'est vrai que finalement, c'est ce qui a mis en exergue cette volonté d'y aller dans la santé. La santé, ça reste une compétence régalienne. C'est l'État qui est censé s'en charger. Mais on peut quand même, sans s'y substituer, mais en complémentarité, il y a encore beaucoup de choses à faire. Et puis quand on voit l'état de déliquescence de notre système de santé, je ne pensais pas dire ça un jour. Parce qu'il y a encore quelques années, au regard de l'OMS, on était... très très bien classé, mais ça se dégrade à une vitesse terrible, donc toutes les initiatives sont bonnes. Et là aussi, c'est un sujet qui rassemble, c'est comme l'écologie. Et qu'est-ce que vous portez à la région alors sur le domaine de la santé ? Beaucoup de choses sur la santé. Il y a des petits... Je vais plutôt vous parler d'actions phares parce que c'est ça qui parle aux gens. Alors on a pour la jeunesse notamment, on a mis en place cette année une nouveauté, c'est que on finance pour les lycéens et les contrats d'apprentissage tous ces jeunes qui ont une carte de la région, on leur finance gratuitement une formation au premier secours. Ça porte ses fruits, ça aussi, sur la santé de la population, parce que quand on regarde les stats, on voit qu'il y a quand même beaucoup de gens qui meurent dans la rue parce que les gens qui les ont vus s'effondrer ne savent pas, ne connaissent pas les gestes de premier secours. Donc on fait le pari avec cette formation gratuite que si on forme tous les lycéens, une grande majorité gratuitement, au moins ils auront ce réflexe-là et on sauvera des vies. Après il faut une certaine régularité dans les formations parce que Abdel, même Simon, on a du tous la faire, mais moi j'ai eu mon diplôme ce matin, c'est bon. Bravo. Vous l'avez pas fait ce matin. Oui. D'accord. Mais on va faire un malaise ce soir, ça va bien se passer. On a quand même des restes. Moi, bien sûr. J'ai pas été très assidue non plus, pas toujours dans mes rappels, mais on a toujours des restes un deuxième et on garde exemple, rapidement. Alors le plus gros exemple quand même, il faut que j'en parle, c'est la santé du quart d'heure. C'est voilà. Donc Ma Santé Ma Région, ce fameux GIP dont tout le monde parle, mais je vais éviter l'acronyme, il est un peu barbare. En fait, c'est quoi ? C'est faciliter l'accès aux soins pour tous les Occitanes et les Occitans avec un objectif à la fin du mandat. On va y arriver, que chaque habitant de l'Occitanie puisse accéder à des soins en moins d'un quart d'heure. Voilà. La deadline, c'est... C'est pas ouvert encore. C'est pas ouvert, mais que vous avez pu amorcer à Saint-Gilles il y a peu. Le projet est dans les starting blocks. Il nous fallait l'infrastructure pour le mener à bien. C'est chose faite. C'est un projet, le GIP, le groupement d'intérêt public, il a été en gestation pendant 9 mois. Il est créé, il est constitué depuis la semaine dernière avec une assemblée, un conseil d'administration. Mais pour les soins à moins d'un quart d'heure, la deadline c'est 2028. Vous en êtes où ? On commence là. Il nous fallait créer cette structure pour recruter les premiers médecins, ouvrir les premiers centres de santé. On commence au mois de juillet, 1er juillet. Parce que c'est vrai que Carole Delga avait promis de recruter sur le nouveau mandat qu'elle vient d'avoir 200 médecins infirmiers. On va y arriver. C'est pas facile de recruter des médecins ? On a reçu beaucoup de spécialistes. Je me permets parce qu'en plus, c'est la question que je voulais vous poser ce soir sur la désertification. Alors allons-y. Comment Et après, Coralie aura quelques questions politiques. Allez-y. Comment fait-on aujourd'hui pour attirer un jeune médecin qui sort de l'école pour qu'ils viennent dans un territoire rural? Je sais pas, si on prend le département du Gard, moi je suis alésien et donc je suis attaché aux Cévennes. Si on veut faire venir un médecin dans un village comme la Melouse... Et puis pour compléter la question, qu'est-ce que la région peut faire de plus ? Parce que beaucoup de collectivités, à chaque fois, disent on veut attirer beaucoup de maires, mais c'est compliqué.
Tout à fait. Alors, je ne sais pas pourquoi vous me parlez des jeunes médecins, parce qu'on va attirer tous les médecins, oui, y compris les vieux. C'était une promesse de Carole Delga. Oui, tout à fait. Mais les jeunes, ils sont particulièrement intéressés, vous avez raison, et on travaille beaucoup avec les internes, avec les associations d'internes de la région. Ouais, bon, alors je vais parler d'eux essentiellement. Comment on les attire ? On a inventé un truc, enfin on l'a pas inventé, ça existait déjà, mais on développe un truc qui n'existe pas vraiment, parce que ça n'intéressait pas les médecins avant, c'est une espèce d'entre-deux entre le salariat des médecins qui aujourd'hui n'existe finalement qu'à l'hôpital et l'activité libérale. Et nous, on va leur permettre d'exercer en cabinet tout en les salariant. Et ça, pour les jeunes, là, je vais dire, il faut aussi saluer les vertus de la crise sanitaire. C'est que je pense qu'ils ont ils ont envie maintenant d'aspirer à une qualité de vie différente. Ils ont peut-être envie de s'éloigner des villes. Donc, on va en jouer. Alors, attendez, je m'éparpille. Les 2 leviers principaux qu'on active en matière d'attractivité, c'est l'environnement de travail. Et ça, c'est la région qui s'en occupe. C'est ce fameux groupement d'intérêt public. L'environnement de travail, on va l'améliorer en fournissant des locaux, ça c'est du déjà vu, des équipements, c'est du déjà vu, mais surtout le salariat, les 35 heures, les congés payés. Et vous vous basez sur quel, excusez-moi, parce que l'argent, ça compte aussi, vous vous basez sur quel taux ? Sur quelque chose qui existe, qui est la grille de rémunération des praticiens de la fonction publique hospitalière. On a une référence toute trouvée, ce sont les médecins salariés qui existent en France aujourd'hui. Ils sont aux 35 heures. Comme ça voilà. C'est vrai qu'il y a une nouvelle génération qui veut peut-être avoir un peu plus de temps libre. Après, est-ce que là aussi, ça correspond toujours aux besoins de la population ? Parce que malheureusement, on ne décide pas quand on tombe malade. De toute façon, on peut le déplorer, mais c'est comme ça. Il faut faire avec. Il faut être un peu fataliste parfois pour avancer. En tout cas, c'est lutter contre les déserts médicaux. C'est ça. Le deuxième levier, je le dis quand même, c'est effectivement, après l'environnement de travail, c'est l'environnement de vie. Et c'est là qu'on a quand même un sacré atout en Occitanie et dans le Gard en particulier, c'est qu'on est attractif. Il y a plein de choses à faire. Il y a de la rando, il y a des soirées culturelles où on peut déguster du vin en regardant des pièces de théâtre. Enfin, tout ça, il faut le vendre et ça les intéresse, les jeunes médecins en particulier, mais pas que. Allez Nicolas, votre question à notre invité. Moi j'avais une question toute simple parce que votre double casquette justement à la fois politique et gestionnaire public m'intéresse. J'avais une question sur le statut des sages-femmes. Alors il y a eu des grèves dernièrement des sages-femmes, notamment dans le Gard. Il y a certains services en France qui sont toujours en grève. On se rend compte qu'en matière d'activité et de compétences, ils se rapprochent de plus en plus de ce que fait un gynécologue en réalité. Mais la rémunération, elle, par contre, ne bouge pas. Donc je voulais voir un petit peu ce que vous en pensiez par rapport, par exemple, au Ségur de la santé qui n'a peut-être pas forcément réglé ces problèmes-là. Parce que vous avez du coup à la fois un pied dedans et un pied dehors. Donc ça m'intéresse quand même de savoir. Vous n'êtes pas sympa. Hein. Je vous ai dit que je venais en tant que... Je sais, mais choisissez la casquette qui vous arrange. Là, c'est la casquette de directrice d'hôpital, très clairement, même si on va recruter des sages-femmes aussi dans les centres de santé. Je vais quand même en parler. Les sages-femmes dans les centres de santé, c'est quand même une profession médicale, il ne faut pas l'oublier. Hein. Il n'y a pas que les médecins qui sont profession médicale. Et donc, on va les recruter dans les centres de santé. Elles pourront, vous avez raison, jouer un peu le rôle des gynécologues. Je ne veux porter atteinte à aucun corps de métier, aucune profession, mais elles ont quand même des compétences en propre. Leur référentiel de compétences évolue. Elles peuvent faire de plus en plus de choses. On parle aujourd'hui même de pratiquer des IVG chirurgicales. Oui. Et je pense que ça va faire avancer les choses. Voilà. Sans se substituer aux gynécologues, elles pourront intervenir en complémentarité. Il y aura plus de délégations. Et le Ségur de la santé, vous avez raison, il faut peut-être un peu l'améliorer. Alors, il y a du mieux. Hein, Là, c'est l'élu qui parle. Ouais, un peu, les deux, si vous voulez. La rémunération, ça fait pas tout. Il faut activer tous les leviers, là aussi. Les conditions de travail, c'est important. L'évolution des compétences, ça en fait partie. Oui, voilà. Tout à fait. Et la formation. Allez, Coralie, pour terminer, 2-3 questions politiques. Allez, on remet la casquette d'élu socialiste. Abdel l'a dit tout à l'heure, les élections législatives viennent de s'achever avec cette surprise. 4 sur 6 députés du Gard sont étiquetés Rassemblement national. Quel est votre regard sur cette percée historique de Marine Le Pen dans le Gard et comment vous l'expliqueriez-vous ? Alors, comment je l'expliquerai ? D'abord, j'en sais rien. Et j'ai pas trop envie qu'on s'attarde sur les analyses parce qu'on perd du temps. Maintenant, il faut agir. Alors pour agir, c'est bien d'analyser, comme ça on sait sur quel levier... Les analyses, on les fait depuis longtemps. Les leviers, encore une fois, enfin pas les leviers, les constats. Critères, ils sont multifactoriels. Oui, il y a de la colère, vous avez raison, mais il n'y a pas que ça. Il y a le discours qui a changé, il y a l'alternative souhaitée, il y a plein de raisons. Donc l'analyser, c'est tellement un patchwork que ça n'aurait pas beaucoup de sens. Mais ça vous a surpris quand vous avez vu tout à l'heure, Abdel le disait, Françoise Dumas, qui est une ancienne socialiste, qui a perdu, vous attendiez à ça ?
Je pense que on a tous été surpris par le résultat de Françoise Dumas dimanche soir. Oui, tout à fait. Non, bien sûr que j'ai été surprise, désagréablement surprise, mais et on fait je m'attendais pas à ça. À présent, parce qu'on sent que c'est surtout ça qui vous intéresse, comme vous venez de l'exprimer. Voilà. Alors, vous le disiez vous n'avez pas de baguette magique en même temps. Alors, la première chose à faire, c'est que chacun prenne ses responsabilités, collectivement et individuellement. Tout le monde a perdu. Personne n'a su convaincre avec un taux d'abstention national à 54%. Il faut que chacun se le dise et que chacun fasse un petit effort d'introspection. Et moi, je pense qu'il faut changer la méthode maintenant. Il faut changer la méthode parce que nos prismes politiques, nos valeurs, les valeurs qui constituent les mouvements politiques, les partis politiques et ces convictions-là, normalement, ça, c'est un invariant. C'est ce qu'on défend. Oui. Et si ça ne convient pas à la population, c'est mais la comme méthode, ça. Mais la méthode politique, il faut la changer. Bon, moi, je pense qu'il faut vous allez dire c'est tarte à la crème, mais on va trouver les actions concrètes pour le faire. Il faut être plus près du terrain, il faut parler aux gens, il faut retrousser ses manches. Voilà, Pas que pendant les élections ? Bah non, ça c'est évident. Les élections, c'est permanent. À ce moment-là, la campagne, elle est permanente. Il faut parler, il faut se nourrir du terrain, il faut se nourrir des attentes des gens et puis expérimenter des actions avec les citoyens. Expérimenter des actions avec... Allez, 2 dernières questions, Coralie. Alors, Abdel l'a dit, on vous sent vraiment dans l'action. C'est votre premier mandat politique. Est-ce que ça vous donne envie de vous engager plus durablement? C'est que vous êtes nîmoise, alors peut-être dans des prochaines élections politiques à Nîmes. Alors... Elle est municipale dans quelques années, ça vous donne le temps de vous préparer. Oui, on a le temps. Bon, écoutez, moi, mon ambition politique, avant toute chose, elle est de mettre en œuvre concrètement, vous l'avez dit, je suis très attachée à l'opérationnalité, de mettre en œuvre le projet sur la base duquel on a été élu avec Carole Delga. C'est ça mon ambition politique pour le moment. Après, vous l'avez dit aussi, je suis quelqu'un d'actif, oui, c'est vrai, je suis quelqu'un de très engagé, j'ai des engagements professionnels forts aussi, j'ai une famille, donc je ne peux pas tout faire. Alors pour l'instant, j'essaie de faire mon mandat, d'assumer mon mandat de conseil régional du mieux que je peux, en menant des actions concrètes. Et quand le moment se présentera, j'ai lu d'aucune opportunité, mais j'analyserai mon contexte professionnel, mon contexte familial, mon contexte politique. Vous n'êtes pas fermé. Il ne faut jamais dire Fontaine, je ne boirai pas. Vous avez déjà été candidate sur une liste municipale Oui, c'est vrai, vous êtes bien renseigné. Carole Delga, qui était sur ce plateau il y a quelques mois, disait qu'elle aimait beaucoup Nîmes. C'est vrai. Et on entend dire que Carole Delga, elle a très envie qu'en 2026, il y ait une socialiste à la tête de la ville de Nîmes. Oh ben sans doute. J'allais dire vous êtes mieux renseigné que moi, mais bien sûr qu'elle le souhaite. C'est normal. Elle vous en a parlé ? Non, pas à ce stade. C'est trop tôt. On peut parler d'une autre socialiste ou du moins d'une femme politique qui est proche du PS, c'est Madame Couvreur, Couvreur, qui est conseillère départementale et régionale, elle était tête de liste. Quelle relation vous entretenez avec elle ? Une relation d'amitié avant toute chose, je peux le dire. On s'est rencontrés dans un cadre politique, effectivement, parce qu'on était sur la même liste au municipal de 2014. C'est ce qui nous a rassemblés au départ. Et puis la liste socialiste, on peut le dire. Oui, tout à fait, la liste socialiste. Et donc on partage énormément de valeurs et de convictions, et donc ça crée des liens d'amitié, mais on partage surtout la même passion pour l'action.